Devenu une icône française après ces 2 Jeux Olympiques qui lui ont été honteusement volés, Alexis Vastine aurait pu aller haut, vraiment haut, si le destin ne s'en était pas mêlé. Ses décisions arbitrales très contestables lui ont gâché 10 ans de sa vie. Il n'a malheureusement pas eu le temps de se relever, la mort s'abattant sur lui lors du tournage d'une émission de télévision pour TF1. Retour sur la carrière et la vie de ce boxeur, aussi triste que tragique. Et vous pourrez crier de plaisir et de bonheur. 4, 3, 2, 1, 0, il est champion olympique, Brahim Asloum avec 13 points d'avance, remarquable au combat. Attaque de Cerdan, pardon, très violent, crochet du gauche. Oh là là, mec, j'ai jamais vu un chaos aussi expéditif. Tony Yoka est champion olympique. Tony Yoka est le premier français à décrocher le titre dans la catégorie R. 22 août 2008, Pékin. Ils ne sont plus que 4 boxeurs à prétendre et rêver du toit de l'Olympe. 4 boxeurs de moins de 64 kilos à grimper sur le ring afin d'accéder à la finale olympique des JO de Pékin en 2008. Manus Bongyoumnong, champion olympique en titre, se défait plutôt facilement de son adversaire du jour et accède ainsi à sa 2e finale olympique consécutive. Mais en France, les regards sont tournés vers le sportif rentrant à son tour sur le ring. S'avance alors un jeune boxeur au visage angélique, Alexis Vastine. Alexis Vastine est un jeune pugiliste à la gueule d'ange, âgé de presque 21 ans, ayant grandi dans une famille de sportifs avec un père ex-boxeur, désormais entraîneur, qui a initié ses enfants dès leur plus grande jeunesse au monde des rings. Dès que j'ai pu lever le bras, mon père m'a mis des gants de boxe, exprimera Alexis en 2012. La boxe, c'est une affaire de famille. Parmi les 5 enfants du couple Vastine, 4 développeront une passion pour ce sport. Mes enfants se sont pris au jeu, exprime Alain Vastine, père du sportif. Ils étaient des compétiteurs incroyables. Dès ses 6 ans, Alexis avait déjà d'énormes capacités. Il voulait combattre. À cet âge, c'était interdit et même jugé dangereux. Je l'ai fait monter sur le ring avec la licence de son frère. Ils se ressemblent tellement. J'ai ensuite été sanctionné pour cela. Ici, hors de question de venir au match pour le plaisir. Il faut y aller pour gagner. Alain Vastine, le père de famille, aura ces mots plusieurs années plus tard. Je pense que j'ai même été trop dur avec eux quand ils étaient jeunes. Quelquefois, ils n'avaient pas envie d'y aller, mais je les ai forcés. Les loisirs, les sorties, comme tout adolescent normal, ils ne connaissent pas. Mais à force d'entraînement, les 2 frères adolescents, Adriani et Alexis, intègrent l'INSEP afin de devenir de futurs champions. Et ça fonctionne, puisqu'en 2003 et en 2004, il remporte le titre de champion de France junior dans sa catégorie. Puis il remporte une médaille d'or l'année suivante aux Jeux de la Francophonie. Et pour finir, le titre de champion de France élite dans sa catégorie. Adriani, de son côté, enchaîne les titres de champion de France de 2005 à 2009. À l'occasion des championnats du monde de boxe amateur en 2007, Alexis Vastine parvient à décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Pékin l'année suivante, en atteignant les quarts de finale et en battant au premier tour le champion du monde en titre. Rien que ça. Il est même désigné pour assurer un relais de la flamme olympique lors de son passage à Paris. Petite explication sur le format et les règles de la boxe au JO. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la boxe anglaise qui est retenue pour les combats. À la différence avec la boxe française qui peut se jouer également avec les pieds, la boxe anglaise ne se joue qu'avec les poings. Ensuite, jusqu'en 2016, seuls les boxeurs amateurs avaient le droit de participer aux JO. Contrairement à la boxe professionnelle qui se joue en combat long, qui peuvent aller jusqu'à 12 rounds de 3 minutes, la boxe amateur se joue en seulement 3 rounds de 3 minutes. La plupart des boxeurs commencent leur carrière en boxe amateur, pour ensuite la terminer en boxe professionnelle. Dans la boxe olympique, le système de notation est le suivant. Lorsqu'un boxeur touche son adversaire sur une des parties du corps autorisé, il faut alors que 3 des 5 arbitres valident la touche. Sinon, celle-ci n'est pas comptabilisée. En cas d'égalité, les arbitres choisissent alors quel boxeur ils décident de voir remporter le combat. Et c'est là toute la faille dans le système de notation. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Revenons donc à ces fameux Jeux Olympiques, où Alexis se défait facilement de ses premiers adversaires. 13-2 au premier match, 11-7 au deuxième, et 12-4 en quart de finale. Ces victoires lui permettent de lui assurer une médaille olympique. En boxe, depuis les Jeux d'Helsinki en 1952,
les perdants des demi-finales empochent tous les deux une médaille de bronze et ne participent pas à un match pour la 3e place afin de soulager leur corps. Alexis est donc assuré d'une médaille. Mais il n'est pas venu pour chercher le bronze. Il est venu à Pékin pour remporter l'or. Imaginez donc toute la hargne d'Alexis Vastine qui pourrait inscrire son nom aux côtés de légendes de la boxe, comme Mohamed Ali, alias Cassius Clay à l'époque, champion olympique des mi-lourds en 1960. Joe Frazier, champion olympique des lourds en 1964. George Foreman, champion olympique des poids lourds en 1968. Ou encore plus récemment, Vladimir Klitschko, champion olympique des super lourds en 1996. Il s'avance alors tout de bleu vêtu dans le palais des sports des ouvriers de Pékin. En face, Manuel Félix Diaz s'avance dans le coin rouge. Alexis sait que le Dominicain est un adversaire à sa portée, car il a déjà eu l'occasion de le fréquenter lors des différents stages. Les deux boxeurs entrent sur le ring et le combat commence. Au début du combat, Alexis souffre, mais réussit à se remettre dans le droit chemin et à mener 9-6 à moins de 2 minutes du terme. Le Dominicain tente alors le tout pour le tout et se jette corps et âme dans le combat, effectuant un pressing monstre sur le Français. À moins d'une demi-minute de l'échéance, Alexis ne mène plus que 10-9. Écoutons ensemble les 30 dernières secondes de son combat. 30 secondes à On doit lui tenir. dire qu'il a un poids d'avance. Faut pas qu'il prenne de risque, faut qu'il attende. C'est trop peu. Je sais, le Dominicain m'a jeté, mais allez, Voilà. à droite. Allez, s'il te plaît. Oh non, pourquoi il me touche? Il faut une touche pourquoi là, complètement imaginaire cette touche, c'est incroyable. 10 partout, il y a 2 touches imaginaires pour le Dominicain qui ne fait que truquer. Oh non, c'est une honte. Oh, c'est une honte. Oh, c'est pas vrai, c'est un scandale, c'est le Dominicain qui truque tout le combat et le Français qui encaisse son 2e point de C'est pénalité. honteux, franchement, Alexis c'est Vastine qui mène 2 touches, c'est un scandale. C'est Et là il a marqué une touche qui n'a pas été comptabilisée. Ah, c'est un vol, Et- c'est une honte. Ah, c'est ça. Alexis, va la chercher, s'il te plaît. Allez, Allez Alexis, il reste 8 secondes. Et il mérite. Allez, pénalise-le. Oh non, c'est honteux, franchement, c'est honteux. Ah, cette 4e reprise d'une parodie de combat. Non, c'est une honte, c'est un scandale. Il a été volé, Alexis Vastine. Il a été volé, on lui a volé sa finale olympique. Ah, c'est injuste, c'est vraiment injuste, c'est vraiment terrible ce qui arrive à Alexis Vastine qui mérite pas ça, qui est en larmes. Regardez, elles sont terribles ces images parce que on peut perdre contre plus fort que soi. On n'a pas le droit de perdre comme ça dans des conditions plus que douteuses. Et contre un garçon qui n'a fait que truquer, que pourrir le combat. On a envie de crier notre révolte parce que c'est vraiment injuste et pas mérité pour Alexis. Comment on peut pénaliser le Français alors que c'est le Dominicain qui a pourri tout le combat, qui met le drapeau chinois évidemment pour se mettre tout le monde dans la poche. Eh oui, on imagine la... À la sortie du ring, sous le coup de l'émotion et de la colère, il pestera auprès de Brahim Asloum, champion olympique de boxe à Sydney en 2000. Des années de travail, et voilà une médaille de bronze. De merde. Je pensais qu'en tournoi, on se faisait voler, mais qu'au jeu, avec les médias, c'était pas pareil. L'arbitre n'a même pas honte. Il aura également ces mots, quelques mois plus tard, pour décrire ce qui s'est passé à la sortie du combat. J'ai pleuré, j'ai crié, ils n'ont pas le droit. Car avec tout le travail que j'avais fourni ces dernières années, j'avais vraiment l'impression qu'on me volait quelque chose. Dès que je suis sorti du ring, j'ai appelé ma famille proche, j'ai continué à pleurer. Même si au bout du compte, j'étais médaillé olympique, j'avais plus le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ce combat, je n'ai pas vraiment de regrets à titre personnel. Si l'arbitre n'a pas fait correctement son travail, je n'y peux rien. J'ai dit que la médaille avait un goût amer, mais j'ai regretté mes propos, car combien de boxeurs, de sportifs, n'ont pas eu la chance d'avoir une médaille olympique. Je n'avais pas trop le droit de dire ça. Lucide après coup, il explique également que ce déchirement arbitral lui donne une force incroyable. Destination Londres pour prendre sa revanche lors des Jeux de 2012. L'avenir est à lui. Cette désillusion après 4 ans de préparation sera vite effacée par sa rage de vaincre pour se rendre en Angleterre. Il ne le sait pas encore, mais cette désillusion pékinoise ne sera qu'un avant-goût de ce qui l'attendra sur les terres londoniennes. Au début de ses 4 années de préparation aux Jeux de Londres, il aura songé un court instant à arrêter la boxe suite à cette cruelle injustice. Mais la nouvelle médiatisation dont il fait preuve l'amène à digérer la pilule, à trouver de nouveaux sponsors afin de grandir et de continuer à rêver d'or olympique. Un grand dilemme va également se présenter devant lui, rester en boxe amateur ou intégrer le parcours professionnel. Il choisira de rester en amateur,
car selon ses dires, il me restait un goût d'inachevé. Je veux aller chercher ce titre olympique qu'on m'a enlevé à Pékin. Les bases sont posées, le sportif est conquérant. La préparation est présente également. Alexis allant même jusqu'à s'évanouir pendant plusieurs séances d'entraînement à bout de force après avoir tout donné. L'homme vient de connaître son premier gros échec, mais il a su remonter la pente grâce à son entourage et la volonté de vaincre. Pas de temps à perdre. Il effectue des combats d'entraînement aux 4 coins du globe terrestre, puis remporte, fin 2008, les championnats du monde militaire, de nouveau en 2010 et une 3e fois en 2011. Le tout en ayant changé de catégorie de poids entre-temps, étant passé des moins de 64 kg aux moins de 69 kg. Malgré plusieurs blessures dans sa préparation, le voilà fin prêt pour le grand jour, prêt à oublier son cauchemar pékinois. C'est un Alexis Vastine préparé et hargneux comme jamais qui va pouvoir faire son entrée sur le ring londonien. 29 juillet 2012. Au centre d'Excel de Londres, l'heure est venue, la pression est grande, mais le pugiliste a acquis de l'expérience depuis le dernier jeu, 4 ans auparavant. Il s'impose sur le score de 16 touches à 12 face à l'Allemand Patrick Wojcicki et se qualifie pour les 8e de finale qui auront lieu 5 jours plus tard. Il y sera opposé au Mongol Tufshinbat Biamba. Les 3 rounds de ce combat auront réellement 3 physionomies complètement différentes. Le premier se termine sur le score de 3 touches partout. C'est assez courant dans le monde de la boxe amateur de commencer sur un premier round d'observation, où les 2 adversaires se jaugent. Lors du 2e round, Alexis impose son rythme et sa boxe en remportant la reprise 6-3. Mais lors du 3e et dernier round, le natif de Ponto de Mer craque, tandis que le Mongol voit un espoir de se qualifier en quart de finale et donne tout pour revenir au score. Fin du round, 6 touches à 4 pour le Mongol, ce qui donne au total un score de 13-12 pour le Français. Il n'est pas passé loin de l'élimination, mais arrive tout de même à se défaire du piège de ce boxeur au style caractéristique et énergique. Rendez-vous au soir du 6 août pour un match qui s'annonce déjà comme une finale avant l'heure. Alexis Vastine sera opposé au champion du monde 2011 et tête de série numéro 1, l'Ukrainien Taras Shelestchuk. Arrivé au soir de la rencontre, le Français tient tête aux favoris sur les 2 premières reprises. 5-5 durant la première, puis 7-7 durant la deuxième. Tout va se jouer dans le dernier round. C'est le moment que choisit Alexis pour exposer sa fougue au monde entier. L'Ukrainien n'a aucun moment de répit. Il est sous l'eau. Le verdict ne fait aucun doute. Dès que la cloche sonne, Alexis lève le poing rageur, sourit en se retournant vers son staff et est fier de lui. L'Ukrainien sait qu'il a perdu le combat. Aux côtés de l'arbitre principal, le Français fait son signe de croix habituel, lève les doigts et les yeux vers le ciel, lève le poing pour célébrer la victoire. L'Ukrainien, quant à lui, a une mine des mauvais jours, baissant la tête. Le verdict tombe. 18 touches partout. Stupeur et étonnement dans la salle. Le combat s'est terminé sur une égalité. La victoire revient alors au boxeur qui a le plus attaqué selon les juges. Puis l'arbitre principal enchaîne. Le vainqueur, après délibération des juges, est le boxeur situé au coin rouge. Bronca dans la salle. Alexis, situé dans le coin bleu, s'est une fois de plus fait voler ses jeux. Seuls les quelques supporters ukrainiens applaudissent la décision des juges. Le reste de la salle siffle et hue les arbitres. Retour 4 ans en arrière. Même public qui siffle l'injustice, même larmes, même désillusion. À Pékin, nous pouvions parler d'une simple erreur d'arbitrage. À Londres, c'est un vol manifeste. Le boxeur vainqueur paraît totalement étonné de la décision des juges, tandis que le vaincu s'écroule alors au centre du ring, les bras en croix, puis se rassoit afin de siéger au milieu de l'aire de combat, protestant contre les juges. L'Ukrainien s'en va serrer la main du staff français afin de les féliciter malgré tout. On devine même un sentiment de gêne et d'excuse de la part du vainqueur, qui sait qu'il n'aurait jamais dû se qualifier pour les demi-finales. Alexis se relève et frappe de rage point nu dans le coin du ring, tandis que le staff français fait de suite une réclamation officielle qui n'a malheureusement abouti à rien. Les larmes d'Alexis commencent à couler en descendant du ring, mais le plus dur est à venir. Il est interviewé pour France 3 en zone mixte. Alexis, c'est terrible ce qui vous arrive. 4 ans après Pékin, l'injustice se répète. Comment est-ce que vous vivez ça? Quel est votre sentiment? Pas de mots. Pas de mots, il est là.
c'est une honte. Vous avez le sentiment d'avoir plus travaillé, d'avoir plus touché? Ouais, bah surtout sur le dernier round, où sa tête a fait ça, après il me touche pas. Et je sais même pas, c'est égalité à la fin, préférentiel. 18 partout et avantage au juge pour lui. L'Ukrainien, je vous le dis clairement, hein, et honnêtement, l'Ukrainien n'a pas travaillé du tout. L'Ukrainien n'a pas touché, il est tout le temps dans le vent. C'est une injustice, vraiment. Comment on peut se remettre de ça? Ben là, on est en train de porter réclamation, donc on attend de voir. Encore un espoir, Alexis, ou pas? Moi, je garde l'espoir, mais bon, c'est pas une victoire comme je voulais. Voilà. Si je devais gagner avec la réclamation, c'est pas comme je voulais, voilà. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe? Ouais, là, je sature. À la suite de son interview, nous voyons sur les images le Français fondre en larmes, jeter son bidon par terre de rage, faire quelques pas, s'écrouler au sol sur les genoux et s'asseoir les bras pendant sur ses genoux, la tête baissée, les larmes continuant de couler. Le jeune sportif est inconsolable. Sa famille l'est tout autant. Il expliquera auprès des journalistes. Je dis clairement, c'est de la politique, ce n'est pas du sport. Ce n'est pas forcément l'Ukraine qui est favorisée. Je ne sais pas, je veux pas dire des choses, mais ça existe, j'en suis sûr. Pas encore, pas 2 fois. 2 fois, putain, 2 fois. L'entraîneur français Jean Savarino y va aussi de sa colère. C'est une décision insupportable. Sur la 3e reprise, Alexis fait cavalier seul, c'est lui qui marque toutes les touches. Il a pour nous 6 touches de différence sur la dernière reprise. Il faut que les arbitres s'achètent des lunettes, c'est pas possible. Ou changent de métier. Malheureusement, les protestations de tout le clan français n'arrangeront rien, et la décision ne sera pas modifiée. La mère du champion, travaillant de nuit, n'a pas pu voir le combat et l'injustice subie par son fils. Alexis doit alors lui envoyer un message afin de lui apprendre la funeste nouvelle. Il avait le cœur déchiré de lui apprendre sa défaite, exprime Alain Vastine. Perdre après avoir été battu par plus fort que lui, il aurait pu l'accepter. Mais perdre dans ces conditions, c'est une toute autre histoire. Le scandale est né. Certaines nations seraient délibérément avantagées en boxe au détriment d'autres. En cause ce jour-là, les pays de l'Est. Sur le plateau de Thierry Ardisson en 2014, le présentateur pose une question à Alexis. Mais attendez, c'est truqué ce match ou quoi? Parce que le mec, il est ukrainien, on nous explique toute la journée à la télé en ce moment que c'est un régime corrompu. Est-ce qu'il y a possibilité de corruption? La réponse d'Alexis sera muette, mais pourtant très claire. Il ne prononce pas un mot, regarde Ardisson droit dans les yeux et fait apparaître sur son visage un sourire en coin plein d'ironie. D'autant plus que pour la première fois à Londres, les scores ne sont plus affichés en direct à la télévision. Impossible donc de détecter une potentielle fraude en temps réel. Mais malgré tout son amour pour la boxe et ce sport, là, c'en est trop. 8 ans de préparation et d'abnégation réduits à néant. La boxe ne coule plus dans ses veines. L'envie de se battre a disparu. S'ensuit une grosse phase de dépression, où il sombre dans la malbouffe, l'alcool, les soirées. Vient également une importante prise de poids. L'année 2013 sera cauchemardesque pour lui. J'ai fait de la boulimie. Je suis sorti quasiment 7 jours sur 7, expliquera-t-il. Canal fera un excellent reportage sur le champion, à l'occasion de sa future reconstruction. Voici un extrait d'Intérieur Sport, où il parle de sa descente aux enfers. Il commence à se détacher de la boxe et il commence à sortir. Quand je sortais, je me mettais minable, je restais assis à une table et voilà. Tu buvais? Ouais. Beaucoup? On pouvait pas l'empêcher d'aller faire une soirée. On se dit vas-y mais évite de boire. Mais bon, après on apprenait le lendemain qu'elle avait refait la Java et compagnie. Il m'est arrivé de me réveiller et de prendre une bière directement. Il se laissait mourir, il se laissait grossir. J'avais plus d'envie, plus rien. C'est horrible dans une vie de plus avoir d'envie, plus d'objectifs et tout. Il commençait à être agressif quand on conversait avec lui. C'était de l'agressivité, oh là.
ces réflexions dans cette époque-là. T'as vu ce que ça m'a donné la boxe, hein, ta boxe, t'as vu ce que ça m'a donné, j'ai sacrifié ma vie pour la boxe. Je fais mais tu veux pas me laisser tranquille avec ta boxe parce que tu vois là, regarde, plus il me disait ça, plus j'allais bouffer, puis j'allais rentrer, me mettre une caisse quoi. Parce que j'avais envie de repousser, toi, de faire complètement un break. Je sais qu'il est passé dans une émission où il a parlé justement de sa dépression. Et c'est peut-être ce déclic qui a fait qu'il a voulu reprendre. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Vous dites j'avais plus goût à rien à ce moment-là, vous vous laissez un peu aller quoi. Ouais, je pensais à des idées sombres et... Ouais. Vous avez pensé à vous suicider à l'époque? Je me posais la question comment... Ouais, mais je comprends les gens en fait. J'arrive à comprendre les gens qui se suicident en fait. Ouais. Et puis surtout j'ai fait de la peine à mes proches et quand j'ai commencé à leur faire de la peine, ça m'a mis du plomb dans la tête. Alexis sait qu'il part en vrille, mais fait tout pour cacher son plus profond mal-être à ses parents et à sa famille. Je l'ai préservé, raconte-t-il. Ce qui n'a pas empêché qu'ils ont su que je partais en vrille. Aujourd'hui, je leur présente mes excuses. M'être déçu, c'est une chose. Avoir déçu ceux qui m'aiment, c'en est une autre. J'ai conscience d'avoir fait du mal à mon entourage. Au-delà même du sport, c'est un pan de ma vie qui s'est écroulé. Lui, le jeune homme toujours jeune, beau, fringant, souriant, respirant la joie de vivre, l'avait perdu. Mais comme l'a dit son frère Adriani, son passage dans Salut les Terriens va lui redonner la force de se relever et de renfiler les gants. Il troque le punch pour le punch, c'est le renouveau. Pour cela, il rentre au Krebs de Bourges, afin de perdre ses 15 kilos en trop et de retrouver sa vivacité. Il décide d'engager un préparateur physique qu'il connaît bien, Thierry Gauthier, son ancien préparateur physique qu'il a entraîné en junior. L'envie de boxer est donc de retour. Son niveau l'est également. Il gagne les championnats du monde militaire en 2014 pour la 4e fois de sa carrière. Cette victoire le conforte et le rassure. Mais il a un objectif majeur dans le coin de sa tête. Prendre sa revanche sur l'Olympe avec les Jeux de Rio en 2016. L'année 2014 était l'année de sa résurrection. L'année 2015 sera l'année de sa dévastation. Début janvier, un drame va venir s'abattre sur sa famille. Le 2 au soir, Célie, une des 5 enfants de la famille, sort en boîte de nuit à Deauville fêter un anniversaire avec des copains. Vers 5h du matin, un de ses amis prend le volant afin de la ramener chez elle. Mais sur le chemin du retour, le ponto-de-mérien de 22 ans perd le contrôle de sa voiture en franchissant un passage à niveau et percute de plein fouet une 207 arrivant en face. Le conducteur de la 207 n'est que légèrement blessé. Il en est tout autre pour les 2 passagers de la Peugeot 206. Le conducteur est immédiatement transporté au CHU de Caen avec de graves blessures. Mais Célie Vastine, elle, décède sur le coup. Les examens médicaux révèlent également que l'ami de Célie conduisait la voiture avec 1,5 g d'alcool par litre de sang et sous l'emprise de stupéfiants. Le tout sans permis qui lui avait été retiré en 2014, là encore pour une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le destin s'abat une fois de plus sur la famille Vastine. Alexis, qui venait tout juste de se remettre de sa dépression, remet de nouveau un genou à terre. Il va falloir se relever, une fois de plus. Mais la vie suit son cours, et lorsque la production ALP propose à Alexis Vastine d'intégrer le casting d'un jeu télé d'aventure qui serait diffusé sur TF1 durant l'été, il accepte immédiatement. Il s'est beaucoup entraîné pour l'émission, selon son père. Il voulait aussi le faire pour s'amuser, prendre du plaisir, oublier tous ses malheurs récents. Il était heureux d'y participer. Il voulait gagner cette émission pour sa sœur décédée, poursuit Redouane Asloum, le frère de Brahim. Le concept du jeu télévisé est tout simple. Les candidats sont affrétés les yeux bandés par hélicoptère au beau milieu de nulle part. Ils ont seulement avec eux une bouteille d'eau et une balise GPS de sécurité afin que les équipes de production puissent suivre les candidats en temps réel. Ils n'ont ni nourriture, ni boussole pour se repérer. Le but du jeu est de survivre et de retrouver la civilisation le plus vite possible afin de charger un téléphone portable et de pouvoir appeler le présentateur de l'émission, Louis Baudin. Ce concept fait un carton en Suède
et TF1 vient d'acheter les droits afin de créer une sorte de saga estivale pour 2015. 8 sportifs ou anciens sportifs font partie du casting et sont répartis en 2 équipes. D'un côté, l'équipe rouge, avec Anne-Flore Marxer, Alain Bernard, Philippe Candeloro et Jeannie Longo. Et de l'autre, l'équipe bleue, de Sylvain Wiltord, Florence Artaud, Camille Muffat et donc Alexis Vastine. Le premier épisode se déroule sans encombre sur les terres d'Ushuaia, au sud de l'Argentine. L'ambiance est au beau fixe entre les candidats. Il se raconte que chacun avait son rôle dans l'équipe bleue. Florence Artaud enseignait l'orientation à ses camarades, tandis que Sylvain Wiltord n'arrêtait pas de plaisanter avec Alexis Vastine. Avec Alexis, j'ai trouvé un pote pour la vie, expliquera Camille Muffat à son agent. Mais c'est finalement l'équipe rouge qui s'impose, en étant la première équipe à retrouver la civilisation et à appeler Louis Baudin. Les Bleus doivent alors subir une série de 3 épreuves. Chaque candidat remportant une épreuve se qualifie pour la deuxième étape du jeu. Au terme de ces 3 manches, c'est finalement Sylvain Wiltord qui est éliminé et doit quitter l'aventure dès la première étape. Ils ne sont désormais plus que 7, et le froid d'Ushuaia laisse sa place à la chaleur de Villa Castelli, située au nord de l'Argentine. Nous sommes le lundi 9 mars, il est 17h, il fait près de 32 degrés. Après avoir profité de la piscine de l'hôtel où ils sont logés entre chaque étape, et après avoir échangé quelques passes de football avec les jeunes du coin, il est temps pour Alexis Vastine et ses coéquipiers de monter dans l'hélicoptère de la production afin de se rendre en plein désert aride, à 40 km de là, où sera situé le point de largage des participants de la deuxième étape. Les conditions sont bonnes dehors, et les 2 hélicoptères décollent du terrain de football de Villa Castelli. Le premier équipage à décoller est constitué d'un pilote local et de 4 membres de l'équipe technique, dont un cadreur, situé à l'arrière à gauche afin de pouvoir filmer, porte ouverte, l'équipage du second hélicoptère qui décolle 45 secondes plus tard, avec à son bord un pilote local, un caméraman situé à l'avant, et les 3 concurrents de l'équipe bleue, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Le trajet des 2 hélicoptères est le suivant. Après avoir décollé, les 2 hélicos vont effectuer un virage à 360 degrés, repasser au-dessus du lieu de décollage, puis enfin partir en direction du point de largage des participants. Pendant le vol, les 2 aéronefs doivent alors rester sensiblement proches pour les besoins des plans vidéo. Le décollage se passe parfaitement bien, mais lors du 360, les trajectoires des 2 hélicoptères ont différé, et les appareils se sont percutés après 100 secondes de vol. Les 2 rotors se touchent et se brisent. C'est la fin. Les 2 hélicoptères se trouvant à 82 mètres de hauteur chutent, puis s'écrasent au sol dans un vacarme monstre. Aussitôt, un incendie se déclare dans chaque appareil. Il n'y aura aucun survivant. Le rapport d'enquête est cruel. Il indique pour le premier hélicoptère « Cellules détruites, moteur détruit, rotor principal et sépales détruits, rotor de queue et sépales détruits. » Pour le second appareil, même constat. En bas, c'est la panique, mais impossible de réagir. Il n'y a rien à faire, si ce n'est pleurer les 10 disparus. Dans son livre Coup d'arrêt, Frédéric Veil, journaliste à RTL, raconte par écrit la vie et le destin d'Alexis Vastine en forme d'hommage. Je vous lis un extrait du livre relatant les événements du 9 mars 2015, car je trouve que les mots choisis par l'auteur expriment tellement d'émotions que je ne saurais retranscrire aussi bien que lui. Le choc est terrible, indescriptible. Une explosion, une seconde, une boule de feu, des gens qui accourent, des cris, des hurlements, une forte odeur. Macabre. Dans ce brasier venu du ciel que ne peuvent combattre les témoins de la scène tant la chaleur est insupportable, 2 carcasses écrasées, broyées, dans lesquelles quelques secondes plus tôt, 10 cœurs battaient. Car au sol, sur cette terre qui vient de vibrer sous le choc, le feu emporte tout, dévaste tout. Au cœur des flammes gigantesques qui laissent échapper une fumée noire morbide, des âmes se consument. Villa Castelli, ce village si paisible au pied de la montagne, est en quelques secondes devenu le linceul de feu de Juan Carlos et César Roberto Abate, les 2 pilotes. De Laurent, Lucie, Volodia, Édouard et Brice de l'équipe de production. De Florence, de Camille, d'Alexis, les 3 sportifs. Il est 17h15 à Villa Castelli. Le temps vient de s'arrêter. Les causes sont assez méconnues. Les pilotes possèdent chacun plusieurs milliers d'heures de vol à leur actif.
ils ne sont pas débutants. Sur les vidéos du crash, nous voyons qu'aucun des deux appareils ne dévie sa trajectoire. Est-ce dû à une erreur de pilotage ? Est-ce dû à une erreur de détection visuelle des pilotes qui auraient perdu de vue l'autre appareil et se seraient ainsi percutés ? Est-ce dû à une déconcentration des pilotes due à la nécessité de réaliser des plans de l'autre hélicoptère et donc de voler assez proches l'un de l'autre ? Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que le rapport d'enquête n'indique aucune panne possible qui aurait pu causer l'accident. La piste de l'erreur humaine est donc privilégiée. La famille Vastine, elle, apprend le drame qui se joue de l'autre côté du globe en regardant les chaînes d'infos continues en France. Un message apparaît. Urgent. Ce message annonce un crash en Argentine lors d'un tournage pour un jeu télévisé français. Pas de doute, il s'agit bien du jeu qui est parti faire Alexis. Mais leur fils compte-t-il parmi les victimes de l'accident ? Ils essayent de l'appeler au téléphone. Sans réponse. Ils tombent directement sur la messagerie. 1 fois, 2 fois, 4 fois. Toujours sans réponse. Tout à coup, le téléphone d'Adriani sonne. Il décroche et s'attend à entendre son frère de l'autre côté du combiné. Mais ce n'est pas Alexis qui appelle. Adriani, c'est Alain Bernard. Il va falloir que tu sois fort. Alexis était dans l'hélicoptère. C'est un monde qui s'écroule. Alexis s'en allait pour passer du bon temps à l'autre bout de la planète. Il n'en reviendra malheureusement jamais. Mais le plus dur reste pour Adriani d'annoncer la nouvelle déchirante à sa famille. Quelques jours plus tard, Alain aura ces mots pour décrire la scène qui s'est déroulée ce jour-là. Quand les gendarmes sont venus frapper à la porte, je le savais déjà. J'avais du mal à comprendre, à réaliser, à le croire. Je me dis que c'est pas possible, pas encore nous, par pitié. Je viens de perdre ma fille il y a 2 mois, et là, je perds mon fils. Pour toute la famille, c'est dramatique. Il n'y a pas de mots. On est une famille maudite. Alexis était juste parti faire un jeu pour s'amuser, prendre du plaisir. Ce n'est pas dans telles circonstances qu'on s'attend à prendre la mort de son enfant. Pas quand il est parti pour s'amuser. Comment allons-nous nous en remettre ? Je ne sais pas. J'ai envie de tout abandonner, mais je n'ai pas le droit. On vient de sortir d'un calvaire d'un accident de la route avec sa sœur qui avait 21 ans. Et là, on voit son frère partir en un truc d'aventure. On s'est dit, ça va y changer les idées et c'est son tour. Sur 5, il m'en reste plus que 3, vous vous rendez compte ? En 2 mois. Je me dis, on a vraiment il a vraiment pas eu de chance, ce gamin. 2 fois volé aux Jeux Olympiques, là. Et, je dis, on est une famille maudite, je sais pas. Le président de la République de l'époque, François Hollande, fera un discours d'hommage envers les 3 sportifs décédés, dans lequel il évoque le destin brisé du boxeur qui aurait pu être 2 fois champion olympique. Il est mort parce qu'il voulait montrer à des jeunes qu'il ne fallait jamais désespérer. Ce destin tragique d'un boxeur décédé en pleine gloire, tout en essayant de conquérir ou reconquérir le plus grand titre de boxeur du monde, n'est pas sans rappeler celui d'un certain Marcel Cerdan. Cerdan décède alors qu'il part aux États-Unis reconquérir son titre de champion du monde perdu quelques mois plus tôt. Vastine, de son côté, décède alors qu'il commençait sa préparation pour enfin gagner les Jeux Olympiques. Cerdan est décédé dans un crash d'avion, Vastine dans un crash d'hélicoptère. La vie d'Alexis Vastine n'aura pas toujours été simple. Et même si ce beau gosse toujours souriant préférait voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, la vie ne le lui rendait pas si bien, le faisant poser un genou à terre à maintes et maintes reprises. Mais il a toujours su se relever, prêt à aller conquérir l'Olympe. Mais pourtant, ses espoirs olympiques lui ont été volés. Alexis, lui, à tout jamais s'est envolé. C'était Sportcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut!